Je m'appelle Madeleine et j'ai 31 ans. La nuit où mon appartement a brûlé, tout ce que je croyais savoir sur la famille, la sécurité et l'amour s'est effondré plus vite que les murs autour de moi. Je me souviens d'être resté pieds nus sur le bitume froid du 217A, enveloppé dans une couverture empruntée, regardant les flammes orange engloutir l'endroit où j'avais vécu pendant 5 ans. Cette nuit-là, la carrière que j'avais mis une décennie à construire et le loft historique que j'appelais mon foyer, au cœur du centre-ville de Bordeaux, se sont réduits en cendres. Quand l'horloge a sonné 3h45 du matin, dans l'air humide et glacé du quartier historique, j'ai compris que tout ce que je croyais sur la famille venait de partir en fumée. Je regardais les ruines sans savoir que les personnes qui avaient allumé l'allumette étaient celles que j'appelais autrefois ma maison. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas pleuré. Mes mains tremblaient, oui, mais mon esprit procédait déjà à un audit froid et méthodique du désastre. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro des seules personnes censées être mon contact d'urgence. Ma mère n'a même pas répondu. Mon père, Charles, a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix n'avait rien de la panique d'un parent dont l'enfant vient d'échapper à la mort. C'était ce ton sec et agacé qu'il utilisait quand un entrepreneur manquait une échéance ou qu'un contrôle de chantier tournait mal. Je lui ai dit que ma maison avait disparu. Je lui ai dit que j'étais dans la rue, avec seulement une couverture empruntée et l'odeur de fumée qui me griffait la gorge. Un silence s'est installé sur la ligne, lourd comme du plomb. Puis il a parlé. Ce n'est pas notre problème, Madeleine. Tu aurais dû être plus prudente avec ton installation électrique. Tu as toujours été trop négligente pour ce quartier. Puis il a raccroché. La tonalité a résonné comme une porte claquée au visage. Quand j'ai rappelé ma mère 5 minutes plus tard, elle a simplement ri et m'a dit que leur chambre d'amis était en rénovation. Je savais que c'était faux. J'y étais passé 2 semaines plus tôt. La vérité était plus simple. La façade soyeuse de leur vie mondaine n'avait pas de place pour une tragédie pieds nus et couverte de suie. Je me suis éloignée des sirènes clignotantes et j'ai trouvé refuge dans un petit bistrot ouvert toute la nuit. L'air à l'intérieur sentait le café rassis et la vieille graisse, un contraste brutal avec l'odeur âcre de ma vie qui brûlait à quelques rues de là. Je n'ai pas encore appelé l'inspecteur incendie Nathan. Je savais que son service ne commencerait pas avant plusieurs heures. Mais je n'ai pas attendu pour agir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté les journaux internes de sécurité, l'empreinte numérique de ce qui avait été mon sanctuaire. J'ai vérifié l'historique d'accès de la serrure électronique. À 2h11, quelqu'un était entré avec un code invité. Un code que je n'avais jamais révoqué parce que je pensais ne jamais avoir à le faire. C'était le code de mes parents. Assise là, dans la lumière bleutée et clinique de l'écran, j'ai ressenti une étrange clarté. Pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de leur version de la famille. Je jouais le rôle de la fille parfaite, acceptant leur affection conditionnelle comme un prêt à intérêts impossibles à rembourser. J'ai compris alors que mon silence n'avait jamais été la paix. C'était une prison sans barreaux. J'avais passé ma vie à marcher sur des œufs, convaincue que si je restais assez discrète, je finirais par mériter leur amour. C'était la chaîne invisible des survivants, croire que votre existence est un dérangement dont vous devez constamment vous excuser. Mais cette chaîne s'est brisée au moment où les flammes ont touché le plafond. À 4h13, le courriel était envoyé dans la boîte officielle de Nathan. Je n'ai pas envoyé un appel à l'aide. J'ai envoyé un rapport technique. J'ai joint les journaux d'accès horodatés et signalé l'utilisation précise du code d'accès de secours. Je n'ai pas demandé de faveur. J'ai fourni le plan d'une enquête criminelle. Je me suis frotté les yeux, cherchant à faire naître une seule larme de regret. Mais il n'y avait que des comptes. Ma compassion était un luxe qu'ils avaient utilisé à découvert pendant des décennies. Et cette nuit-là, je fermais enfin le compte. Ce n'était pas un effondrement. C'était un bilan comptable. J'ai posé la tête contre la vitre froide du bistrot, regardant la pluie laver la suie du trottoir. Pour le monde extérieur, Charles et Kim représentaient le modèle parfait de l'héritage bourgeois de Bordeaux. Ils vivaient dans un vaste domaine familial transmis depuis 3 générations. Mais l'héritage a un coût d'entretien élevé. Et depuis 5 ans, c'était moi qui payais discrètement la facture. J'ai ouvert mon historique bancaire numérique. Les chiffres défilaient comme une liste de crimes. 180 000 €. C'était la somme totale que j'avais transférée pour couvrir les taxes foncières impayées qu'ils avaient opportunément oublié de mentionner. J'avais utilisé chaque centime de mes revenus indépendants comme illustratrice architecturale pour empêcher cette façade de s'effondrer. Je n'étais pas seulement leur fille.
J'étais l'associée silencieuse d'une entreprise en faillite appelée le nom Henderson. Ils ne m'avaient jamais remercié. Dans leur esprit, mes contributions n'étaient pas de la générosité. C'étaient des remboursements. Voilà le piège de la cruauté normalisée. Pendant des décennies, ils m'avaient convaincu que ma seule valeur résidait dans mon utilité. Chaque fois que je payais une taxe ou une facture de réparation, ils agissaient comme si je remboursais enfin une dette contractée simplement en existant. Ils ne voyaient pas une fille aidant ses parents. Ils voyaient une ressource à exploiter. Mon père traversait le domaine en désignant les moulures du plafond et les sols de marbre, parlant d'héritage et d'honneur. Alors que l'argent dans sa poche était en réalité le mien. Ils avaient en réalité externalisé le coût de leur statut social vers moi, tout en se réservant le droit de me traiter comme une déception chaque fois que je cessais d'être utile. Le point de rupture n'est pas arrivé cette nuit. Il est arrivé il y a 3 semaines, dans ce même loft qui n'est aujourd'hui plus qu'un squelette de charbon. Mon père était arrivé sans prévenir, sa présence comme un nuage sombre dans mon atelier baigné de soleil. Il ne m'a pas demandé comment avançait mon dernier projet. Il n'a même pas remarqué les prises alignées sur mon étagère. Il s'est simplement assis à ma table de dessin et m'a annoncé qu'il avait besoin de 12 500 € pour un problème temporaire de trésorerie lié à l'aménagement paysager du domaine. Je savais ce que cela voulait dire. Il voulait que mon dernier filet de sécurité paie pour un labyrinthe de haies et pour l'ego d'une mondaine. Pour la première fois de ma vie, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Non ». Je lui ai dit que j'en avais fini d'être sa banque privée. L'expression sur son visage n'était pas de la tristesse. C'était la colère froide et calculée d'un propriétaire dont le bien venait de refuser un ordre. Il n'a pas discuté. Il s'est levé, a lissé son manteau de laine coûteux et m'a simplement dit que si je n'étais pas capable d'apprécier la famille qui m'avait tout donné, je ne devrais pas être surprise si cette famille cessait de m'offrir un filet de sécurité. Je comprends maintenant que l'incendie n'était pas un accident ni une tragédie pour lui. C'était une reprise de possession. Puisqu'il ne pouvait plus avoir mes économies, il avait décidé que je ne garderais pas mon sanctuaire non plus. Il avait inspecté mon loft et trouvé la seule chose qui l'intéressait, un moyen de brûler mon indépendance. J'ai fermé les yeux et compris que mes parents ne voulaient pas une relation. Ils voulaient une subordonnée. Et puisque j'avais cessé de payer l'abonnement à leur amour, ils avaient décidé de résilier ma vie. Qui m'est arrivé alors que je portais encore un sweatshirt emprunté, de taille trop grand. Elle est entrée dans le salon de mon ami, enveloppée d'un nuage de parfums coûteux qui se heurtait à l'odeur persistante de charbon incrusté dans ma peau. Elle n'a pas apporté une valise de mes anciens vêtements. Ni même un plat cuisiné. Elle a apporté un dossier cartonné. Je regardais ses doigts parfaitement manucurés tapoter le bord de la table basse, pendant que ses yeux parcouraient la pièce avec le même mépris que lorsqu'elle avait appris que je voulais devenir artiste. Elle a ouvert le dossier et a fait glisser un document vers moi. C'était une cession officielle des droits sur l'indemnité d'assurance de mon loft. 250 000 €. Elle m'a expliqué que la fiducie familiale traversait une période difficile et que cet incendie était en réalité une bénédiction déguisée. Elle appelait cela une opportunité de consolider nos ressources et de me faire revenir vivre au domaine, là où était ma place. Selon elle, cet argent servirait à stabiliser l'héritage des Henderson. Dans son monde, ma tragédie n'était qu'un actif financier à liquider pour leurs bénéfices. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu l'illusion du pouvoir d'un portefeuille vide. Pour les mondains de Bordeaux, ma mère incarnait la grâce et la richesse. Mais je connaissais la vérité derrière les foulards de soie et les bijoux anciens. Leur statut social était un château de cartes, construit sur une base de dettes impayées et sur mon travail invisible. Ils étaient en train de couler, et ils voyaient ma survie comme leur bouée de sauvetage. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient le quart de million d'euros qu'ils voyaient dans mes cendres. Voilà la réalité d'une blessure narcissique. Quand la source de leur statut cesse de payer, le parent cesse de faire semblant d'aimer. Quand je lui ai dit non, le masque n'a pas seulement glissé. Il s'est brisé. La douceur de sa voix a disparu, remplacée par un venin froid et clinique. Elle m'a accusé d'ingratitude et a répété que j'avais toujours été la difficile de la famille. Elle a ajouté que si je voulais agir comme une étrangère, elle me traiterait comme telle. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé partir. Le bruit de ses talons sur le sol résonnait comme un compte à rebours. Je n'ai pas attendu longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Le soir même, la campagne de diffamation avait commencé sur la place publique numérique. J'étais assise sur le canapé quand les notifications ont commencé à défiler depuis le groupe Facebook Patrimoine de Bordeaux. Ma mère y avait publié un long message rempli de tristesse feinte au sujet de ma santé mentale.
Elle ne mentionnait pas directement l'incendie. Mais elle insinuait que j'étais instable depuis des mois. Elle laissait entendre que mon obsession pour l'indépendance avait conduit à un incident de négligence ayant détruit un morceau de l'histoire de la ville. Elle me peignait comme l'incendiaire de ma propre vie, afin que lorsque la vérité éclaterait, personne ne me croie. C'était une stratégie calculée, détruire ma réputation avant que je ne détruise leur compte bancaire. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. J'ai simplement ajouté une capture d'écran du message dans le dossier de preuve que je préparais pour Nathan. Je n'ai pas répondu dans les commentaires. Je n'ai pas nourri la foule numérique qu'elle tentait d'exciter. À la place, je me suis assise dans un cabinet d'avocat de la rue du Quai, où l'air sentait le vieux papier et la logique froide. Je n'étais pas là pour une réconciliation. J'étais là pour une extraction. J'ai regardé mon avocate rédiger une notification de révocation d'accès à la fiducie avec la précision d'un chirurgien. En moins d'une heure, tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour maintenir leur domaine ancestral à flot étaient annulés. Tous les comptes partagés ont été gelés. Pendant des années, ils avaient traité mon existence comme une ressource à exploiter. Alors j'ai décidé de brûler le terrain derrière moi. Je me suis frotté les yeux et, pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme le mouton noir de la famille. Je me sentais comme une créancière qui réclame enfin le remboursement d'un prêt impayé. Le silence de leur côté a duré exactement 42 minutes. Puis mon téléphone a commencé à vibrer contre la lourde table en acajou. 8 appels manqués de Charles. 12 de Kim. Une série de messages qui passaient de l'exigence à l'hystérie. Comment oses-tu, disait l'un. C'est l'argent de la famille, disait un autre. Mais ce n'était pas l'argent de la famille. C'était mon travail, mon talent, et 5 années de sacrifices invisibles. Et pour la première fois, je retirais tout de la table. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai simplement regardé l'écran s'éteindre, puis je me suis rendue au commissariat pour mon rendez-vous avec Nathan. La salle d'enquête était une petite pièce de béton, remplie du bourdonnement constant des néons. Nathan était assis en face de moi. Ses yeux étaient fatigués, mais précis. Il ne m'a pas proposé de café ni prononcé de paroles réconfortantes. Il a simplement ouvert son ordinateur portable et tourné l'écran vers moi. Nous avons retracé les points d'entrée, dit-il. Les journaux numériques de votre serrure nous ont servi de carte. Maintenant, regardez les yeux de la rue. Il lança une vidéo granuleuse provenant de la caméra de la pharmacie en face de mon loft. À 2h09, une silhouette apparut dans l'ombre de mon entrée. Il portait un coupe-vent à capuche. Mais il n'avait pas l'allure d'un voleur ordinaire. Il ne regardait pas autour de lui avec nervosité. Il n'essayait pas de forcer la serrure. Il sortit une clé de sa poche. La clé fantôme que ma mère avait discrètement fait copier lors d'un déjeuner surprise quelques mois plus tôt. Il entra avec l'aisance tranquille d'un propriétaire. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est figé. Je reconnaissais cette posture. La façon dont il portait les épaules, lourde de l'importance qu'il se donnait après une vie passée à inspecter les fondations des autres. C'était mon père. Je regardais l'horodatage. 2h16. La silhouette ressortit de l'immeuble avec une rapidité calculée. Dans sa main, un petit bidon rouge. Exactement le même que celui qu'il utilisait pour la tondeuse au domaine familial. Il marcha 2 rues vers les pavés du vieux quartier, jeta le bidon et une paire de gants industriels dans une poubelle, puis disparut dans l'ombre de la pluie. Nathan mit la vidéo en pause. Le visage de l'homme apparaissait brièvement lorsqu'il regardait vers la caméra. Même à travers le bruit numérique, l'expression était claire. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était la satisfaction clinique d'un homme qui venait de corriger un défaut architectural. L'inspecteur en bâtiment venait d'effectuer sa dernière inspection. Et il avait décidé que mon indépendance était un risque d'incendie à éliminer. Nathan ferma la vidéo et ouvrit un nouveau dossier sur son bureau. Son visage portait la fatigue de ceux qui passent trop de temps à observer les pires côtés de l'humanité. « Il y a autre chose, Madeleine, dit-il doucement. Ce n'est pas seulement un père en colère avec une clé de rechange. C'était une liquidation planifiée. » Il fit glisser une épaisse pile de documents d'assurance sur le bureau gris rayé. Je lus l'entête. Groupe d'assurance Patrimoine National. C'était une seconde police sur mon loft. Activée exactement 30 jours plus tôt. Montant de la couverture. 250 000 €. Je tournai la dernière page. Mon cœur ne fit même pas un bond. Il se refroidit simplement. Ma signature était en bas. Élégante. Bouclée. Et totalement fausse. Mon père n'avait pas seulement incendié ma maison pour me punir de mon indépendance.
Il l'avait fait pour m'encaisser. Il avait falsifié mon nom afin de se désigner bénéficiaire principal en cas de destruction totale. Je restais assise sous le bourdonnement des néons, comprenant enfin ce que j'étais devenue pendant toutes ces années. La sentinelle silencieuse de ses secrets. Je l'avais vu manipuler des gens. Je l'avais vu arranger certains rapports d'inspection. Et j'avais choisi de me taire. Je croyais que mon silence était la monnaie qui finirait par acheter son amour. J'avais vu les signaux d'alerte. Mais je les avais interprétés comme les défauts d'un homme dur. J'avais attendu une échéance qui n'existait pas. Je pensais que si j'étais assez utile, l'homme qui me portait autrefois sur ses épaules au parc reviendrait. Mais il n'était jamais revenu. Pendant ce temps, il étudiait mes failles comme un défaut de structure. Nathan pointa un schéma du système de ventilation de mon loft. Il a utilisé son expertise d'inspecteur, expliqua-t-il. Il a placé l'accélérant aux endroits précis où le courant d'air propagerait les flammes dans la charpente ancienne. Il ne s'était pas contenté d'allumer une allumette. Il avait réalisé une démolition professionnelle. Je fixais les boucles falsifiées de mon nom. C'était un chef-d'œuvre de trahison. Toute sa carrière avait consisté à chercher des failles dans les structures. Et lorsqu'il en trouva une dans sa propre vie, ses dettes à 6 chiffres, il décida de m'utiliser comme pare-feu sacrificiel. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une tentative de meurtre pour une prime de 250 000 €. Je rendis le dossier à Nathan. Mes mains étaient enfin stables. Le pilier invisible avait disparu. Je ne soutenais plus leur survie. Inculpez-le, dis-je. Ma voix était froide, presque comptable. La vie que je reprenais n'était plus la sienne à inspecter. La confrontation au commissariat n'eut pas lieu dans un tribunal spectaculaire, ni sous l'ombre du domaine familial. Elle se déroula dans la même salle grise où Nathan m'avait montré la vidéo. Charles et Kim arrivèrent habillés comme pour un gala, pas pour une arrestation. Ma mère portait un foulard de soie et un manteau coûtant plus cher que le loyer mensuel de beaucoup de gens. Mon père affichait toujours cette autorité inébranlable qui m'avait tenu à ma place pendant 31 ans. Il regardait les policiers avec un mélange d'ennui et d'indignation. Ils étaient convaincus que leur nom était un bouclier impossible à percer. Ils ne m'ont pas vue assise dans le coin jusqu'à ce que la porte se referme. Mon père n'a même pas sursauté. Il a simplement soupiré, regardé Nathan et demandé combien de temps cette incompréhension allait encore durer. Il expliqua qu'il avait un dîner prévu au cercle privé et que Madeleine, sa fille difficile, avait déjà gaspillé assez de ressources de la ville avec sa négligence. Il essayait encore de vendre l'histoire selon laquelle j'étais l'incendiaire de ma propre vie. Nathan n'a pas argumenté. Il a simplement fait glisser le dossier cartonné sur la table, celui contenant la seconde police d'assurance, avec les boucles falsifiées de ma signature. Puis il tourna l'écran pour que mon père se voie lui-même, sous la pluie, jetant le bidon rouge d'essence dans la poubelle. Le silence qui suivit fut la première fois de ma vie où je vis mon père vraiment silencieux. Son assurance ne disparut pas d'un coup. Elle s'éroda lentement, morceau par morceau, lorsqu'il comprit que les fondations construites sur mon silence venaient de céder. « Vous ne comprenez pas, lança-t-il enfin, la voix fissurée pour la première fois. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver l'héritage de cette famille. Je n'allais pas laisser 3 générations de patrimoine sombrer parce que tu as décidé d'être égoïste avec tes économies. Ce loft était un investissement, Madeleine. Tu me dois cet argent. Tu me dois tout. » Je me levai lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas parlé des années de taxes foncières que j'avais payées ni de la fortune que j'avais versée dans leur façade en ruine. Je l'ai simplement regardé dans les yeux. Et je n'ai rien ressenti. Juste une distance froide et nette. Nathan s'avança et sortit les menottes. Lorsque le métal se referma autour des poignets de mon père, le masque mondain de ma mère se brisa enfin. Elle s'effondra sur une chaise, gémissant à propos du scandale, des ragots dans les cercles mondains de Bordeaux, et du fait qu'ils ne pourraient plus jamais montrer leur visage au club. Mon père se tourna vers moi, le visage rouge de rage désespéré. « Madeleine fait quelque chose !» cria-t-il alors que les policiers l'emmenaient. « Le domaine va être saisi par la banque. Nous avons 180 000 € de dettes impayées. Si tu ne retires pas les accusations et que tu ne nous aides pas avec l'assurance, nous perdrons tout. Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous laisser tomber. » Je pris une inspiration. Et pour la première fois de ma vie, j'utilisai sa propre logique glaciale contre lui. « Ce n'est pas mon problème, Charles. Tu aurais dû être plus prudent. » Puis je quittai le commissariat. Sans me retourner. Les conséquences furent rapides et définitives. Sans mes contributions mensuelles, le domaine familial fut saisi par la banque en moins de 60 jours.
Chaque foulard de soie et chaque fauteuil ancien furent vendus pour rembourser l'étendue de leur dette fiscale. Ma mère finit dans un foyer d'accueil pour femmes, ses amis de la haute société soudain trop occupés pour répondre à ses appels. Mon père purge aujourd'hui une peine de prison pour incendie criminel et fraude à l'assurance. Son expertise d'inspecteur en bâtiment sert désormais à entretenir les murs d'une cellule. Quant à moi, je vis dans un nouvel endroit. Un petit studio modeste, loin des ombres de mon ancienne vie. Mais il est à moi. Je n'ai plus de double de clé. J'ai une serrure biométrique qui ne reconnaît que mon empreinte. J'ai supprimé les anciens tableaux de compte. J'ai archivé les courriels. J'ai fermé le compte de ma compassion, celui qu'ils ont passé toute ma vie à mettre à découvert. Si vous écoutez cette histoire et que quelqu'un vous a déjà dit que votre douleur n'était pas légitime ou que votre survie n'était pas leur problème, souvenez-vous de ceci. Le feu est une chose terrifiante. Il détruit. Il marque. Il emporte tout ce que vous pensiez indispensable. Mais le feu révèle aussi. Il brûle les murs et le papier peint jusqu'à exposer la pourriture dans la structure. Mes parents ont essayé d'effacer mon indépendance pour me punir d'être devenu moi-même. Et ce faisant, ils ont perdu la seule chose qui les maintenait encore debout. Vous êtes l'architecte de votre propre avenir. Parfois, l'ancienne maison doit brûler entièrement avant que vous puissiez construire des fondations qui vous appartiennent vraiment.